Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. Du coup, merci d'être là pour la troisième et dernière conférence du cycle sur les trous noirs de cette année. Donc, une fois de plus, au nom de l'association, je remercie Vivien Scotté pour la présentation de la conférence. Au niveau de l'asso, on arrive sur la fin de l'année de notre côté, plus ou moins. Dans quelques mois, on a déjà fini. Donc, si vous êtes en première, deuxième ou même troisième année, voire même quatrième, si vous êtes motivé à rester à HEI ou Lycée ou LISA l'année prochaine, n'hésitez pas à venir nous voir, notamment un peu les portes. Enfin, je pense qu'on a des stands aux portes ouvertes. On a des, même là, à la fin de la conférence, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'asso, donc Junia Space Association. Voilà, il y a un côté aéronautique, un côté spatial. Il y a plusieurs projets. Ou même si vous avez des projets perso que vous voulez mettre dans l'asso, pourquoi pas. Vous n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous et bonne conférence. Donc, ce soir, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour parler des trous noirs d'une façon qu'on n'a pas encore abordée, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu quel est leur rôle dans l'univers. Avant ça, je vous propose de faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans les premières conférences, de façon assez rapide. Donc, on avait commencé par essayer de déjà voir ce que c'était qu'un trou noir. Donc, c'est un objet dont la masse et la taille est telle que même la lumière ne peut pas s'en échapper. On avait vu que les trous noirs pouvaient être de toutes les masses, en fait. Il peut y avoir des trous noirs très très peu massifs, qui sont du coup extrêmement petits, ce qu'on appelle des micro-trous noirs. Donc ceux-là, on ne les a pas encore détectés, mais on pense qu'ils se sont formés dans les tout premiers instants de la vie de l'univers, donc juste après le Big Bang. Il y a des trous noirs stellaires, donc ces trous noirs les plus connus, c'est ceux qui se forment à la fin de la vie d'une étoile. Eux, généralement, ils ont une masse qui va de quelques masses solaires à quelques dizaines de masses solaires. Il y a également des trous noirs supermassifs. Donc, eux, ils sont vraiment extrêmement gros. Leur masse varie de quelques millions de fois la masse du Soleil à quelques milliards de fois la masse du Soleil. Et entre les deux, on avait postulé pendant longtemps l'existence d'une classe de trous noirs qu'on appelait les trous noirs intermédiaires. Et en fait, aujourd'hui, grâce aux interféromètres d'ondes gravitationnelles, on commence à les détecter. Ce sont des trous noirs dont la masse, finalement, va se trouver entre quelques centaines à quelques dizaines de milliers de fois la masse du Soleil. On a vu également que la masse n'était pas le seul paramètre important pour étudier un trou noir. Il y a également deux autres paramètres. Le premier, c'est la charge électrique, et le second, c'est sa rotation. On a vu comme ça qu'on pouvait construire plusieurs types de trous noirs, mais que finalement, le seul qui était vraiment stable et qui avait vraiment du sens pour une existence physique dans le monde réel, c'était ce qu'on appelle les trous noirs de Kerr. Donc un trou noir qui est en rotation, mais qui n'a pas de charge électrique. Enfin, on avait passé en revue les différentes idées reçues sur les trous noirs, et notamment arrêté sur le fait qu'un trou noir, c'est pas du tout un ogre cosmique qui avale tout ce qui passe. Si demain on remplace le Soleil par un trou noir de masse équivalente, les orbites des planètes vont rester exactement les mêmes. Elles ne vont pas être attirées et tomber à l'intérieur de ce trou noir. Et puis on avait terminé en discutant la manière dont on peut s'y prendre pour détecter des trous noirs. Donc il y a des manières indirectes, comme ce qu'on a fait jusqu'à les années 2010. Et puis depuis 2015-2016, maintenant on a accès à des interféromètres gravitationnels qui peuvent mesurer de façon directe l'existence des trous noirs. Dans la seconde conférence, on s'était intéressé à la physique des trous noirs pour essayer de voir un petit peu plus en détail, comprendre comment ça marche. Donc on avait commencé par voir le phénomène de dilatation du temps qui se produit quand on est proche d'un trou noir, exactement le même genre de truc que ce qui se passe dans le film Interstellar, quand le personnage principal s'approche du trou noir, et puis après il retrouve sa fille, et sa fille qui était plus jeune que lui, en fait là maintenant elle est beaucoup plus vieille. On s'était intéressé aux différentes surfaces qui entourent le trou noir. On avait parlé notamment des événements particules, des événements de l'horizon des événements particules et de l'horizon événements. Et on avait parlé aussi d'une région particulière entre certaines de ces surfaces qu'on appelait l'ergosphère, dont on va reparler aujourd'hui un petit peu. Cette ergosphère, elle est particulière parce que c'était la région, je vous rappelle, dans laquelle un objet ne peut pas rester immobile. C'est-à-dire qu'il va être entraîné par l'espace-temps, qui lui-même est entraîné par la rotation du trou noir. Donc à partir de là, si on est dans cette région, on est forcément en mouvement. Et
à partir de cette petite propriété particulière, on avait vu qu'on pouvait imaginer faire ce qu'on appelle de l'ingénierie des trous noirs, et donc construire un processus qui permettrait, pour l'instant c'est juste sur le papier, mais qui permettrait d'extraire de l'énergie du trou noir. C'est ce qu'on avait appelé le processus de Penrose. Et puis on avait terminé voilà, en faisant une petite balade, en imaginant voilà, qu'est-ce qui se passe si je fonce vers un trou noir, qu'est-ce que je vais voir et qu'est-ce qui va m'arriver. Spoiler, ça se terminait pas très bien. Ok, donc aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour en fait prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces connaissances assez théoriques en fait qu'on a accumulées sur les trous noirs, et puis qu'on se pose pour lever les yeux au ciel, regarder les objets qu'on y voit, et puis essayer de faire du lien entre ces différentes observations et nos connaissances actuelles. Donc si on regarde le ciel proche c'est des étoiles, etc. Mais si on regarde le ciel un petit peu plus lointain, on va tomber sur des galaxies. Une galaxie typique, c'est une galaxie comme celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle une galaxie spirale. C'est une galaxie qui est plate, un petit peu comme une crêpe, et qui présente des bras spiraux comme ça, qui s'enroulent autour d'un cœur qu'on appelle le bulbe de la galaxie. Ces galaxies, elles sont bleues, et elles représentent à peu près 60% de toutes les galaxies qui existent dans l'univers. Il y a d'autres catégories, dont je ne vais pas spécialement parler ici, mais il y a les galaxies elliptiques, qui elles sont rouges et qui ne sont pas plates, qui sont des espèces de grosses boules. Les galaxies irrégulières et les naines. Donc ça, c'est un petit peu une galaxie standard, une galaxie qu'on va qualifier de normale dans un premier temps. On peut notamment remarquer que sa luminosité, donc la lumière qu'elle émet, elle est à peu près la même sur toute sa surface. C'est à peu près homogène. Ça, alors sans rentrer dans les détails techniques, c'est le spectre de cette galaxie. C'est-à-dire que quand on reçoit cette lumière, on met cette lumière dans un prisme, on fait de la dispersion de la lumière, on sépare le rouge, le bleu, machin. On mesure l'intensité lumineuse, et puis quand on trace l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, on obtient une courbe, et c'est cette courbe-là. Cette courbe-là, elle est très importante et très intéressante, parce qu'elle contient toutes les infos, toutes les propriétés de la galaxie. Donc, quoi qu'on fasse, si on a ce spectre, en fait, tout est planqué là-dedans, il faut entre guillemets, juste être capable d'aller chercher au bon endroit pour extraire la bonne info. Et donc ce graphe ici, c'est une courbe typique, vraiment très classique, pour une galaxie spirale. Okay, ça va toujours avoir à peu près la même forme, et on verra régulièrement des raies comme ça, assez fines. Des émissions assez fines. Ok, bon, ça c'est pour les galaxies normales. En 1940, il y a un mec qui s'appelle Carl Seyfert, qui malheureusement n'a pas été connu de son vivant, mais dont aujourd'hui on se sert de son nom pour désigner un certain type de galaxie, qu'on appelle les galaxies donc, de Seyfert. Et vous en voyez une ici. Et que ça, cette galaxie, on distingue qu'il y a des bras spiraux. Donc voilà, c'est une galaxie spirale, mais elle a un truc quand même vachement particulier. Le bulbe, la région centrale, est beaucoup, beaucoup plus lumineuse que tout le reste de la galaxie. C'est tellement lumineux qu'en fait, si on regarde bien, on voit une petite croix comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des aigrettes de diffraction. C'est lié à la lumière de l'objet, qui fait de la diffraction au niveau de la monture du télescope. Pour tenir le capteur, il y a des petits bras. En fait, ces petits bras diffractent la lumière comme ça. Normalement, les aigrettes de diffraction, pour des galaxies, on n'en voit jamais. On les voit pour les étoiles, qui sont plus lumineuses parce que plus proches, et vraiment plus ponctuelles, moins étalées. Mais pour des galaxies, on n'en voit pas. Là, on commence à les distinguer. On se dit que non seulement il est évident que c'est beaucoup plus lumineux, mais en plus, cette région lumineuse, elle est potentiellement ponctuelle, voire très petite. En plus de ça, au niveau du spectre, rien que la forme générale, ça n'a rien à voir avec une galaxie spirale. Et en plus de ça, vous voyez qu'on peut trouver parfois des raies qui sont assez larges. Des raies larges, comme ça veut dire que la vitesse de rotation de l'endroit où la lumière a été mise est extrêmement grande. Dans ce genre de spectre, c'est très bizarre parce qu'on a des spectres, des raies très fines, avec une vitesse de rotation assez lente ou classique, et des raies très très larges, donc la matière qui tourne très très vite. Donc ça, c'est dans les années 40. Et, ça a un petit peu secoué les gens. En 63, il y a Martin Schmidt qui découvre ce type d'objet. Et il fait carrément la une du Times pour sa découverte. Il observe ça, un objet à peu près rond, presque ponctuel. On pourrait presque penser que c'est une étoile,
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va appeler ça une quasi-star, donc un quasar aujourd'hui, parce que pour lui, bah, ça ressemble, ça se comporte presque comme une étoile. Donc un quasar, c'est beaucoup plus lumineux, okay, encore plus lumineux qu'une galaxie peut se faire. Et en plus de ça, ça présente une variabilité assez grande. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle présente une variabilité? Quand vous avez un signal lumineux qui est émis, ici par exemple, un objet, je sais pas, une étoile ou quelque chose comme ça, si vous détectez dans son émission lumineuse une variabilité temporelle, par exemple, vous avez un pic de luminosité et ensuite un creux et ensuite un pic, vous avez une variabilité d'1 heure, d'accord? En fait, ça vous donne une idée de la taille de l'objet. Parce que, ce que ça vous dit, c'est que l'objet, il est nécessairement plus petit que 1 heure-lumière. Pourquoi? Donc pour comprendre ça, on peut prendre le processus dans l'autre sens. Hein. Si l'objet il était plus grand que 1 heure-lumière, d'accord? On imagine, on a un objet plus grand qu'1 heure-lumière, et puis on a un burst, on émet un gros flash lumineux. Bah, les photons A et B, ils ont la même intensité, ils commencent à voyager. Et puis au bout d'1 heure, le photon A, il n'est pas arrivé jusqu'au bout, et là, l'étoile, elle envoie un autre signal, peut-être plus lumineux, peut-être moins lumineux. Du coup, le photon A, il n'est pas passé de l'autre côté, il n'a pas franchi toute l'étoile. Donc il va se superposer avec un autre photon. Donc finalement, on va observer une espèce de signal moyenné comme ça, et donc un signal monotone. Quand la taille est plus grande que le temps de la variabilité, on observe un signal monotone. Si la taille est plus petite, là, on peut détecter la variabilité. Donc le fait de voir quelque chose qui a une variabilité très très grande, comme ça, très rapide, de l'ordre du mois ou de la semaine, ça veut dire que la région en question, elle est en fait très compacte. De l'ordre de la semaine-lumière ou du mois-lumière. Aujourd'hui, ces quasi-stars, on sait que ce sont des galaxies. Parce qu'on a des moyens de détection, notamment le Hubble Space Telescope, qui nous permettent donc de faire de reprendre ces clichés-là et de soustraire la partie lumineuse au centre et de regarder ce qui reste. Quand on fait ça, on voit qu'en fait, vous voyez ici, il y a des étoiles, il y a du gaz, il y a peut-être même un genre de petit bras, comme pour une galaxie spirale, mais vraiment très petit. Les quasars, on peut en trouver qui ressemblent un peu à des spirales, mais aussi parfois un peu à des galaxies elliptiques. Quoi qu'il en soit, hein, ce sont des objets qui ont une luminosité 10 à 100 fois plus grande que les céphères, qui elles-mêmes étaient quelques dizaines de fois plus lumineuses que les galaxies. Alors dans la famille des galaxies pas comme les autres, on trouve aussi les blazars. Ça, les blazars, c'est un peu rigolo. La variabilité, elle est assez grande également. On a une région qui est encore plus petite. On s'attend à une région encore plus petite que pour les quasars. Et en plus de ça, la lumière qu'on reçoit d'eux est polarisée. Et enfin, la dernière catégorie, on a des sources radio. Donc ça, ce sont des objets qui vont émettre énormément de lumière, encore une fois, mais essentiellement dans le domaine radio. Les autres, on avait des émissions en UV, en optique, etc., mais pas en radio. Et alors, ce qu'on peut voir donc, ici, notamment, le petit point brillant que vous voyez là, c'est une galaxie. Okay. Une galaxie, normalement, ça fait quand même une certaine taille, hein, donc celle-ci, elle est vraiment très grande, c'est juste qu'on la prend en photo de loin. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'émission radio en question, c'est ce qu'on voit en rouge, il y a une espèce de jet, comme ça, un jet de matière qui émet des ondes électromagnétiques dans le domaine radio, qui part de la galaxie, qui est extrêmement focalisé, qui s'étend sur des distances considérables, parce que là, on a quelques dizaines de fois la taille de la galaxie, et qui, au bout d'un moment, sont freinés par le milieu interstellaire et forment ce qu'on appelle des lobes. Donc la présence de jets et de lobes radio, c'est caractéristique de ce type de galaxie. Pendant très longtemps, on voyait que ça. Aujourd'hui, on a des instruments qui nous permettent même de regarder ce qui se passe un peu au centre de ces galaxies, et on voit ce qu'on appelle des vents, sur lesquels je vais revenir un petit peu. Ok, bon, ça fait beaucoup. Un petit résumé pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est une galaxie de Céphère. Okay, ça ressemble à une spirale et ça pulse. Ça, c'est un quasar. C'est plus petit et
c'est plus lumineux. Ça pulse plus vite, et donc en fait, on ne distingue pas que ça pulse à l'œil nu. Juste avant, c'était un blazar, et ça, c'est une galaxie radio. On a la galaxie au centre, et si on passe dans le domaine radio, elle paraît toute gentille, hein, mais si on passe en radio, on se rend compte qu'en fait, elle a deux énormes jets qui partent dans les directions opposées et qui forment des lobes. Et là. Donc ça, c'est pour le petit résumé visuel. Petit résumé technique pour essayer de remettre les choses un peu vraiment carrées. Galaxie de Seyfert, le centre est très brillant, généralement faible émission radio, émission en IR, en visible, UV et X, variabilité de l'ordre du mois ou de la semaine. Les quasars, plus petits que les Seyfert, radio, généralement faible, mais parfois fort aussi. Émission en IR, visible, UV, X, ok, comme les autres, mais aussi gamma, plus énergétique. Par exemple, gamma, beaucoup plus énergétique. Variabilité beaucoup plus grande, donc région centrale, beaucoup plus petite, beaucoup plus concentrée. Blazar, à peu près pareil que les quasars, mais on peut noter la lumière polarisée, donc, différence notable. Et pour les sources radio, pour les galaxies radio, on trouve présence de jets, de lobes et de vents, et l'essentiel de leur luminosité se fait dans le domaine des ondes radio. Variabilité extrêmement grande. Ok, bon alors tout ça, tous ces centres de galaxies qui font des trucs bizarres et qui sortent de la catégorie des galaxies normales, on appelle ça des AGN. AGN, c'est l'acronyme anglais pour noyau actif de galaxies. Pendant longtemps, on a essayé de comprendre ces noyaux actifs séparément, en fait, chacun de leur côté, parce qu'on disait c'est des choses différentes. Vous voyez bien, les propriétés qu'on a mis en évidence, elles sont assez distinctes les unes des autres. Hein. On a certains, c'est de la lumière polarisée, d'autres, il y a des rayonnements gamma, d'autres, il n'y en a pas, etc. Et on a eu comme ça, pendant un certain nombre d'années, ce qu'on appelait le zoo des AGN, avec toute une population d'objets divers et variés qu'il fallait essayer d'expliquer. Deuxième petit point de notre programme, c'est ce qu'on a fini par faire, c'est-à-dire mettre en évidence le fait que peut-être que finalement ces objets ne sont pas si différents que ça, et il y aurait moyen de les regrouper au sein de ce qu'on va appeler le modèle d'unification des AGN. L'idée c'est quoi? C'est de se dire que finalement, dans l'étude des noyaux actifs, les physiciens ils seraient un petit peu comme ça, donc aveugles, avec un bandeau sur les yeux, et puis ils iraient à tâtons comme ça, et autour d'un éléphant, il y en a un qui se dit tiens, ça c'est une lance, l'autre il voit le ventre, il dit non c'est un mur, lui se dit la trompe c'est un serpent, non c'est un arbre, etc. Et personne ne se met d'accord. Sauf qu'en fait un éléphant c'est ni un tronc d'arbre, ni un serpent, ni quoi que ce soit, c'est un éléphant, c'est un truc un peu plus compliqué, et qui présente, en fonction de là où on regarde, les différentes caractéristiques qu'on avait remarquées. Et donc pour essayer de créer du sens avec toutes les observations qu'on a faites avant, il faut se concentrer non pas sur les différences, mais sur les points communs. Donc, le premier point commun qu'on peut noter pour ces galaxies étranges dont on a parlé, c'est qu'elles émettent une quantité phénoménale d'énergie, de quelques dizaines de fois à quelques milliers de fois celle de toute une galaxie comme la Voie lactée, et ça en plus juste dans la région centrale, juste au niveau du cœur de la galaxie. Deuxième point commun, c'est que les émissions électromagnétiques peuvent se faire, visiblement, dans une très très large gamme de longueurs d'onde, d'énergie, donc des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Et le dernier point commun, on peut montrer qu'il y a une variabilité très grande, et donc qu'on doit avoir une région où se passent ces phénomènes très compactes. Alors si on a des phénomènes très énergétiques, il va falloir une source d'énergie. Là, on est dans les années 60, quand on commence à se poser ces questions-là. La source d'énergie la plus puissante qu'on connaît, c'est la réaction nucléaire. On peut essayer de faire le calcul et de voir si la fusion nucléaire au sein des étoiles, ça peut permettre d'expliquer toute cette luminosité, toute cette énergie qui est rayonnée par la galaxie. Un réacteur nucléaire, grosso modo, sa puissance, c'est 1 gigawatt. Okay. Le Soleil, 10 puissance 17.
Voilà, on passe un cap. La Voie lactée, avec toutes ces étoiles, la puissance rayonnée, c'est de l'ordre de 10 puissance 28 gigawatts. Pour les AGN, si on fait le calcul du flux reçu, etc., et qu'on le remet au bon endroit, on trouve 10 puissance 31. Donc l'écart est quand même assez grand, il y a un facteur 1000. La fusion nucléaire ne peut pas permettre d'expliquer comment on va aller produire autant d'énergie, comment on va pouvoir rayonner autant d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. Nous, on a quelques connaissances supplémentaires sur les trous noirs, et donc on va pouvoir les piocher là-dedans. Il faut bien réaliser que ce qu'on va utiliser là, processus de Penrose, dans les années 60, les gens ne connaissent pas. Donc c'est un vrai mystère d'expliquer d'où vient cette énergie. Processus de Penrose, je vous rappelle, donc c'est quand on a un trou noir en rotation, donc un trou noir de Kerr. Si on se trouve dans la région qui est mise en mouvement par la rotation du trou noir, d'accord, et qu'on tourne en sens contraire du trou noir, à ce moment-là, on peut balancer un objet dans le trou noir et on va ressortir de l'ergosphère. On n'a pas franchi l'horizon des événements, mais on va pouvoir ressortir de l'ergosphère avec une énergie plus grande. On va avoir toute l'énergie de masse de l'objet qu'on a envoyé, plus une énergie cinétique d'extraction, parce que comme on tourne en sens contraire, l'objet qu'on balance sur le trou noir, en fait, il va ralentir le trou noir dans sa rotation. On va récupérer de l'énergie de rotation comme ça. Petit ordre de grandeur de l'efficacité de cette conversion matière-énergie autour d'un trou noir. Ça peut varier en fonction de la rotation du trou noir, essentiellement de sa vitesse de rotation, de 6% à 40%, ce qui est vraiment énorme, parce qu'avec la fusion nucléaire, le rendement énergétique de la conversion, c'est 0,7%. Là, on a vraiment accès à une source d'énergie considérable. Cela dit, tout à l'heure, on avait un facteur 1000 d'écart, là, on n'y est pas encore. Mais bon, pour commencer, il va falloir peut-être accréter, donc manger beaucoup de matière pour... En tout cas, c'est une piste déjà plus intéressante que la fusion. Donc le modèle, comment ça marche? L'idée, c'est de se dire, bah voilà, dans ces galaxies, on a un trou noir supermassif au centre. Donc, à l'époque, quand ça a été pondu pour la première fois, on va dire ce modèle-là, les gens n'étaient pas trop chauds parce que les trous noirs supermassifs, sur le papier, ok, mais en vrai, bof, quoi. Okay. Aujourd'hui, on a des preuves directes de leur existence, donc on sait que ça existe. Et en fait, on pense même que des trous noirs supermassifs, il y en a dans pratiquement toutes les galaxies. Au centre de chaque galaxie, on pense qu'il y en a. Donc finalement, ça aujourd'hui, c'est très crédible. Autour de ce trou noir, on a un disque de matière qui est accrété par le trou noir, donc un disque d'accrétion. Donc c'est de la matière qui vient de gaz qui est tombé sur la galaxie, qui se rapproche par attraction gravitationnelle, qui vient d'étoiles qui se seraient rapprochées et qui se seraient soit rentrées dedans, soit qui auraient été détruites par les forces de marée. Et voilà. Ce disque-là, il est accéléré parce qu'il tombe vers le trou noir. Donc généralement, il est à très haute température, très haute énergie. Et en fait, c'est du plasma. C'est pas de la matière neutre. Hein. Les électrons sont complètement arrachés. Puisque on a du plasma, donc des charges électriques en rotation, une charge électrique qui se déplace, c'est une source de champ magnétique. Et comme on est loin, si on a fait un petit peu d'électromag, on sait que le champ E et le champ B, en fait, on ne peut pas faire la différence. Donc ça, c'est un truc qui va générer des ondes électromagnétiques, de notre point de vue. Et autour, on rajoute une espèce de tore de poussière. J'en dis pas plus pour l'instant, vous allez voir à quoi il sert. Un tore de poussière qui viendrait entourer comme ça notre trou noir et qui constituerait le reste de la galaxie. Je vous ai dit tout à l'heure, pour ces objets, parfois on observe des raies fines sur les spectres, qui sont des trucs un peu classiques. Les raies fines, ça s'observe dans des régions où la vitesse de rotation est petite et quand la matière est peu dense. Donc en fait, typiquement, loin du centre galactique, si jamais on met un trou noir au centre. Et on observe aussi pour les Cépher 1, par exemple, ou les Quasar 1, des bandes d'émission larges dans les spectres. Donc ça vient d'une région dense en gaz et qui tourne rapidement. Dans notre modèle, ça correspond en fait à l'émission qui vient directement du disque d'accrétion. Près du trou noir, c'est tellement énergétique que ça tourne à toute vitesse. Et l'idée c'est quoi?
bah, c'est de se dire, bah, tiens, puisque j'ai certaines galaxies qui émettent très fortement en radio et d'autres qui émettent presque pas. Pour une raison, pour l'instant, je détaille pas, mais admettons qu'il y ait déjà des galaxies, on va dire, silencieuses en radio. Les galaxies silencieuses en radio, si je les regarde comme ça, on va dire, de face, bah, je vais être capable de détecter des raies larges et des raies étroites. Donc ça m'explique le spectre que je vois. Par contre, si jamais je le vois sur le côté, par la tranche, bah, ce disque de poussière qui est tout autour, il va être dans ma ligne de visée. Donc en fait, il va m'empêcher de voir la région centrale, le disque d'accrétion. Il va m'empêcher de voir la lumière qui en vient. Il va m'empêcher de voir les raies larges. Ça déjà, ça m'explique les deux types, par exemple, de sphères ou de quasars qu'on a. Un quasar, ce serait quoi? Bah, ce serait quand on est pile poil devant et qu'on voit quelque chose d'un peu plus lumineux que juste la galaxie de Sépher un petit peu sur le côté. Ça, c'est pour la partie faible émission en radio. Si jamais la galaxie elle est brillante en radio, donc elle émet beaucoup en ondes radio, on peut avoir la même approche. Si je me mets comme ça, par exemple, ici pile poil en face, que j'ai un G, d'accord, donc si je suis une galaxie radio, j'ai un G et des lobes. Si je me mets pile en face, en fait, moi, je vois le G, je me le prends en pleine tête, on le voit comme ça, il est pile poil face à nous. Donc je vois un truc ultra énergétique, okay, c'est les trucs les plus énergétiques, les blazars. Et je vois de la lumière polarisée, bah ouais, pourquoi? Bah parce que, en fait, ce jet de matière, il est focalisé par les champs magnétiques. Il y a du gaz ionisé ici un peu partout, qui est turbulent, etc., mais qui est en rotation, qui va générer des champs magnétiques, focaliser ce jet. Et donc, bah, ça me permet d'expliquer pourquoi on voit une lumière polarisée. Si on les regarde de l'autre côté, on va voir des quasars ou des radiogalaxies. Et donc l'idée de ce modèle, l'idée fondamentale, c'est de se dire, ok, finalement, on a un seul type d'objet, les trous noirs supermassifs au centre de galaxies, et en fonction de l'angle que fait cette galaxie, qui a priori peut être n'importe lequel, hein, donc statistiquement, dans le ciel, je vais voir un petit peu de tout. En fonction de l'angle que possède cette galaxie, moi je vais dire, tiens, tel objet c'est un quasar, tel objet c'est une sphère, etc. Petit résumé en vidéo, ça ressemble à ça, une galaxie brillante. Okay. En fonction de l'angle sous lequel on le regarde, on va qualifier ça de blazar ou de quasar. Le petit cône que j'ai rajouté ici, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle les vents. On a découvert assez récemment. C'est de la matière donc, qui est éjectée également, mais qui n'est pas focalisée autant que la matière qui se trouve dans le jet radio. Alors à quoi ça sert? À quoi ça pourrait servir? Quel pourrait être le rôle de ces objets quand même assez particuliers dans l'histoire de l'univers? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde le contenu de l'univers, simplement les étoiles, les galaxies, tout ça, de plus en plus loin, ici c'est ce qu'on appelle le temps de retour en arrière, hein, donc ça c'est aujourd'hui, 0, et ici quand l'univers, c'était il y a 10 milliards d'années, 12 milliards d'années, et ici c'est les tout débuts de l'univers. L'univers il a à peu près 13,7 milliards d'années. Ça c'est le taux d'accrétion ou la masse qu'on va accréter, qu'on va assembler par année. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici notamment la courbe en noir, c'est ce qu'on appelle le taux de formation d'étoiles. C'est la quantité d'étoiles qu'on va former par année dans un volume donné. Ce qu'on voit, c'est que dans les tout débuts de l'univers, on voit assez peu d'étoiles, mais plus le temps passe, plus le nombre d'étoiles qui se forment augmente, et il augmente de plus en plus. Donc le taux de formation d'étoiles augmente. Et puis, à un moment donné, il y a à peu près 10 milliards d'années, on ne sait pas pourquoi, le taux de formation d'étoiles il diminue. Alors dans cette courbe en noir, il y a deux trucs bizarres. Déjà, dans les simulations, quand on met juste la force de gravité qu'on connaît, avec la relativité générale, etc., on n'arrive pas à expliquer comment on forme aussi rapidement toutes ces étoiles. Et on n'arrive pas non plus à expliquer pourquoi ça s'arrête en fait. Enfin, a priori, le truc il est lancé, si ça s'arrête, c'est qu'il y a un mécanisme quelque part qui vient le freiner et qui vient le réguler finalement. Ok, donc ça c'est un premier constat. Deuxième chose, vous voyez, on superpose par-dessus le nombre d'AGN
noyau actif, on connaît, donc le taux de formation de ces noyaux actifs, on peut voir que ça fait le truc en bleu ici. Et tiens, bah, c'est marrant, ça pique à peu près au même endroit. Donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être que c'est juste une coïncidence, hein, mais peut-être qu'il y a un lien. Et s'il y a un lien, bah, ça pourrait être pas mal d'essayer de comprendre si, lequel influence l'autre ou si c'est une coévolution. Alors pour ça, les gens se sont dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait commencer à regarder quelle est la masse du trou noir supermassif au centre de ces galaxies en fonction de la masse de la galaxie totale. Bon, ça n'a rien donné. Après, ils ont regardé la masse du trou noir en fonction, non pas de la masse totale, mais juste de la masse du centre, la masse du bulbe. Et là, on voit qu'il y a une corrélation extrêmement forte. En fait, le trou noir supermassif, sa masse, c'est toujours 0,5% de la masse du bulbe. Point barre. Alors ça, c'est un peu marrant parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, le trou noir, c'est un truc, a priori, ça va accréter de la matière. Et je ne vois pas pourquoi il pourrait accréter autant qu'on veut, quoi. Mais qu'est-ce qui pourrait le freiner? Est-ce qu'il existe une limite à la quantité de matière qu'un trou noir peut avaler? Et bien en fait, la réponse c'est oui. Il existe une limite à la quantité de matière qu'un trou noir peut avaler. Pourquoi, comment? Alors ce truc-là s'appelle la limite de Eddington. L'idée générale, c'est de dire que le trou noir, il accrète de la masse. Ok, il y a de la masse qui tombe sur lui. La masse, elle tombe, elle est accélérée, elle devient de plus en plus énergétique, et souvent, c'est pas juste une particule, c'est une grosse quantité de masse qui tombe. En plus, il y a des frottements, etc. Tout ça, toute la matière, elle est à l'état de plasma. Le plasma, ce que je disais tout à l'heure, c'est des charges électriques. Les charges électriques en mouvement, ça rayonne. C'est-à-dire que quand la matière tombe, elle émet de la lumière, et cette lumière qui va vers l'extérieur, ça crée ce qu'on appelle de la pression de radiation, qui en fait va venir empêcher la matière qui est un petit peu derrière de tomber. Elle va venir freiner cette matière. Finalement, il y a une compétition comme ça entre l'attraction gravitationnelle du trou noir et la pression de radiation qui est mise par la matière qui est en train de tomber, qui va freiner la matière qui est juste derrière. Et donc cette limite de Eddington peut calculer quelle est la quantité de matière donnée qu'un trou noir de telle masse peut accréter par an. Et en fait, c'est pas tant que ça. En fait, un trou noir supermassif standard, il va pouvoir accréter quelques masses solaires par an. Alors bon, pour nous, ça fait beaucoup de masse, mais quelques masses solaires, en vrai, par rapport à la masse d'une galaxie, c'est vraiment pas grand-chose. Un trou noir, c'est un objet qui finalement va faire que des petits repas. Il va faire des petits repas, peut-être espacés d'assez longtemps, ça pour l'instant, on ne sait pas. Mais voilà. Et donc ça, c'est une première piste pour essayer d'expliquer, pourquoi il y en a qui ont des G et pourquoi il y en a qui n'ont pas de G. Peut-être que finalement, un trou noir qui a des G ou qui n'a pas de G, c'est un trou noir qui est en train de manger ou qui est plus en train de manger. Alors, quelles sont les perspectives sur ce domaine? Là, donc, on fait tout ça avec les mains, on ne rentre pas dans les détails, mais on est vraiment au niveau de la recherche actuelle sur ce sujet-là. Vous voyez que ça a commencé en 1939, ça fait presque 100 ans, et on sait un peu plus, mais la plupart des mécanismes que je vous ai présentés, on les comprend pas beaucoup plus que ce que je viens de vous faire là. Okay, rentrer dans les équations pour décrire comment on forme le G, comment le processus de Penrose va pouvoir générer ce G-là, focaliser le G, etc. C'est extrêmement compliqué, il faut faire de l'électromag avec de la mécaflux, c'est des choses qui... C'est ce qu'on appelle de la magnétohydrodynamique, c'est assez compliqué. Et donc, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'y voir un petit peu plus clair? Là, il y a notamment 2 missions qui sont prévues. La première, la mission Athéna, qui, elle, va étudier dans les rayons X. Donc c'est un satellite qui va être lancé, qui va se trouver au point de Lagrange 2, donc le même que le James Webb, 1,5 million de kilomètres. Donc il sera lancé en 2034. Bon, les dates de lancement, toujours des dates espérées. Donc qui va permettre d'étudier un petit peu plus la région centrale des galaxies, donc notamment les trous noirs supermassifs et leur émission en rayons X, donc tout ce qui est la partie vent et G, le gaz chaud, etc. Et surtout l'interféromètre LISA. Alors, ça, c'est un satellite, c'est pas rien, c'est une très belle pièce de technologie, mais LISA, c'est incroyable. LISA, c'est un interféromètre gravitationnel,
d'accord, donc comme LIGO et Virgo, les trucs qui ont détecté les ondes gravitationnelles il y a quelques années, et dans l'espace. Okay. Et au lieu d'avoir des bras de détection de 3 km, on va avoir des bras de détection qui font 2,5 millions de kilomètres. Plus le bras est grand, donc ça grosso modo c'est un interféromètre de Michelson, hein, si vous avez vu ça en classe prépa, mais plus le bras est grand, plus la résolution est importante. Là, on va avoir un gain de résolution monstrueux. On passe de 3 km à 2,5 millions. Ça n'a rien à voir. Donc ça va être vraiment incroyable. En plus, si on arrive à avoir les 3 bras, on pourra même faire de la triangularisation et donc vraiment savoir où très précisément se trouve le trou en question. Ça va être vraiment très intéressant parce que avec ces ondes gravitationnelles, on va pouvoir étudier vraiment le trou noir en lui-même sans être pollué par toutes les émissions qu'il y a autour qui parfois rendent l'étude de ces objets assez. Donc ça, c'est un truc qui est prévu pour être lancé en 2037. Bon, on verra. C'est une pièce de technologie très, très compliquée parce que c'est un interféromètre, c'est-à-dire qu'on doit faire des interférences lumineuses. Si vous avez déjà essayé de faire des interférences lumineuses, vous savez que c'est quand même un petit peu touchy à régler. Sauf que là, on doit faire ça dans l'espace. Ça doit être réglé au nanomètre près, quoi, d'accord, et ça doit pas bouger pendant plusieurs années, pendant que ça tourne autour du Soleil et quand les trucs sont à 2,5 millions de kilomètres. C'est extrêmement compliqué, mais on a des gens qui pensent en être capables, donc allons-y. Voilà, donc c'est tout pour cette troisième conférence sur donc les trous noirs, donc axé vraiment sur où est-ce qu'on les voit et à quoi ça sert dans l'univers. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir tenu le coup sur ce sujet. Je vous dis à l'année prochaine pour un autre cycle et évidemment si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.